Le réveil de l'info. C'est Atlantique Radio. Le débat ne s'arrête jamais dans les décodeurs et commence tous les jours à 8h20 jusqu'à 9h30 dans la matinale de l'Atlantique. Et j'accueille aujourd'hui, je suis très content de vous retrouver les amis. Aujourd'hui, Jawad Kardoudi, président de l'IMRI, l'Institut marocain des relations internationales, et Hafid Boutaleb, analyste géopolitique. Bonjour. Bonjour, très heureux aussi de vous revoir. Bonjour Franck, bonjour Monsieur Kardoudi. Bonjour, c'est Hafid. Bienvenue dans ce studio finlandais, climatisé. C'est très agréable. Alors aujourd'hui, on a plein de sujets. Alors aujourd'hui, on ne va pas chômer, comme on dit. Oui. Tout à l'heure, on parlera de ce very bad trip des Britanniques. Eh oui, very bad trip, ça se passe pas bien du tout. Vraiment, semaine compliquée. D'abord, on fête les 10 ans du Brexit. Donc on en parlera. Et puis le départ. Keir Starmer qui avait résisté. La démission. Et qui démissionne. Donc on en parle tout à l'heure. Cinquième Premier ministre en 10 ans. Je crois que sixième. Sixième peut-être, oui. Non, en tout cas, il y en a eu pas mal. C'est dingue. Et puis on ira en Colombie aussi. La vague Trump va-t-elle continuer de s'installer en Amérique latine ? On découvrira ça. Ça implique quoi, l'arrivée de monsieur Abelardo de la Espriella. Mais au moins, lui, son père n'était pas dans la Wehrmacht dans les années 40. Au moins. Alors, parce que je suis rassuré. Le Chilien... Je suis rassuré. Moi qui allais vous dire qu'il vient de Barranquilla, qui est la ville de Shakira. Ah, donc, sympa. Sympathique. Ouais. Pourquoi je parle de ça ? Parce que le président chilien, son père a servi récemment élu, son père avait servi dans la Wehrmacht dans les années 40. C'est sûr. Oui, c'est que des bonnes références, quoi. Que des bonnes références. Et on commence par Washington-Téhéran. L'heure de vérité, finalement, c'est maintenant. Après 4 mois, un peu plus de 4 mois de guerre, les États-Unis et l'Iran ont officiellement ouvert la phase la plus délicate, celle des négociations, après la signature de la paix la semaine dernière. Donc, réunis en Suisse, les deux pays ont adopté une feuille de route de 60 jours pour tenter de transformer le protocole d'accord en véritable traité politique, économique et sécuritaire. Derrière les annonces spectaculaires sur le pétrole, le détroit d'Ormuz ou les sanctions, de nombreuses zones d'ombre subsistent. L'Iran y voit une opportunité de reconstruire son économie et son influence régionale également. Les États-Unis veulent sécuriser le Golfe, stabiliser les marchés et empêcher définitivement une relance du programme nucléaire militaire iranien. Mais ce n'est pas aussi évident que ça. Donc cet accord, d'abord, les sujets qu'on va évoquer, c'est d'abord la solidité de l'accord. Est-ce que c'est un accord qui va être solide ? L'avenir du programme nucléaire iranien, la reconstruction économique de l'Iran, ça c'est très important et c'est très important pour la population iranienne. Le nouvel équilibre du pouvoir aussi au Moyen-Orient, la réaction des voisins arabes et d'Israël, et puis le rôle futur des États-Unis dans la région, sachant quand même que le Congrès demande à Donald Trump le retrait des forces américaines contre l'Iran. Encore une fois. Exactement. Vous voyez, je vous apprends des choses. Ça date de cette nuit. Ça date de cette nuit. Dernière nouvelle. Dernière nouvelle. Alors, ces négociations-là, je pense quand même que quand on lit un petit peu ce qui se passe dans la presse, on voit que ce sont des vraies négociations. C'est pas Trump est en train presque de changer de posture, moins de tweets sur son réseau social, moins de phrases comme ça balancées à l'emporte-pièce. Il semble que ces négociations soient un peu plus dans le dur qu'au début, Jawad. Absolument, Franck. Je pense pour 2 raisons. D'abord, Trump veut un accord de paix parce qu'il a beaucoup de problèmes intérieurs et donc il veut vraiment en finir avec cette question. Et puis l'Iran, il faut le dire, est très affaibli avec toutes les frappes qu'ils ont reçues de la part des États-Unis et d'Israël. Et surtout, il a aussi besoin de moyens financiers parce que, bien sûr, il exporte toujours un peu de pétrole, mais ce n'est pas suffisant. Et donc, le fait que... je rappelle aussi une dernière nouvelle, ou peut-être avant-dernière, c'est que Trump a autorisé l'exportation du pétrole iranien jusqu'à mi-août. Et ça, c'est très, très important parce que ça va être des rentrées financières pour l'Iran.
Et comme tu l'as dit, Franck, cette surprise, pour moi, je ne te cache pas, c'est 300 milliards pour le développement et la reconstruction. Je m'y attendais pas beaucoup, je ne vous cache pas, mais c'est une très bonne chose aussi pour l'Iran, ce qui va lui permettre un petit peu de se reconstruire et de se développer. Donc, pour répondre à ta question, les deux parties veulent un accord de paix. Afid. Oui, la pression était surtout sur les États-Unis, puisque les Iraniens ont très bien su négocier, il faut le dire. Et donc, il fallait trouver une issue pour Donald Trump, étant donné qu'il y a beaucoup de deadlines qui l'attendent cet été. Donc, il y a eu son anniversaire qui est déjà passé. Il y a aussi les 250 ans de la naissance des États-Unis, les départs en vacances de millions d'Américains qui ont intérêt à trouver un prix à la pompe qui soit convenable. Ah oui. Donc, à la veille d'élections, donc il y a les élections, la campagne va commencer juste au mois d'août, donc c'est très, très prochainement. Et donc, c'est la pression. Les Iraniens l'ont compris. Ils avaient une carte en plus, celle du Hezbollah au Liban, qu'ils ont très bien su utiliser, bien sûr, évidemment, aux dépens des intérêts du peuple libanais, auquel personne ne pense, évidemment, ni à Tel Aviv, ni à Téhéran. Mais voilà, ils ont très bien su sortir leur épingle du jeu. Maintenant, les conséquences pour les pays voisins, les peuples voisins, ça, c'est une toute autre chose. Alors, on va parler d'Ormuz, par exemple, péage, pas péage. On va parler du nucléaire, retour de l'Agence internationale de l'énergie atomique ou pas. Parce qu'il faut se dire quand même que l'AIEA, elle inspecte depuis des années. Mais bon, ça n'a pas servi quand même à grand-chose. Ça a quand même servi au début. Au début, ça servait. Au début. Quand les États-Unis se sont retirés de l'accord de Vienne. En 2015. En Oui, 2015. au début, 2017. mais après. Ouais. Bon, Oui, mais après, les États-Unis, les États-Unis ont quitté l'accord et donc, évidemment, ils en ont profité. On y revient tout à l'heure. C'est un sujet passionnant. Après la pub et les infos. Aujourd'hui, avec Jawed Kardoudi, président de l'IMRI, l'Institut marocain des relations internationales, et Afid Boutaleb, analyste géopolitique. Et notre premier sujet du jour, évidemment, c'est un sujet d'actualité et ça bouge en ce moment. Alors, c'est les relations entre Washington et Téhéran, ces négociations, l'heure de vérité, c'est maintenant. En off, vous aviez une petite citation là, des Iraniens. Sur le journaliste qui a interpellé Donald Trump pour lui dire allez-y. Racontez, parce que ça, il faut vraiment raconter dans ça. Dans une conférence de presse, mais c'est des choses qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, dans une conférence de presse, le journaliste interpelle récemment Donald Trump pour lui dire un grand homme a dit une fois, les Iraniens peuvent perdre la guerre, mais ils n'ont jamais perdu de négociation. Alors Donald Trump acquiesce et il dit oui. Qui est ce grand homme? Et le journaliste lui répond, il s'appelle Donald Trump. C'était un tweet de Donald Trump de 2020. À l'époque, il dénonçait toutes les escalades contre l'Iran, tout ce que faisait d'ailleurs le gouvernement de Joe Biden. Et donc, il n'hésitait pas, pour pointer du doigt les écarts de ce gouvernement, de sauter sur tout. Donc, il avait tweeté que l'attitude des Américains vis-à-vis de l'Iran n'était pas adéquate et que lui aurait pu mieux agir avec les Iraniens, mais le temps a démontré que même lui n'a pas réussi à gagner une négociation contre les Iraniens. Et c'est terrible parce qu'aujourd'hui, c'est quand même... Ils sont rétribués carrément. On parle de 300 milliards. On parle déjà de 12 milliards d'avoirs qui vont être dégelés, qui vont directement être transférés aux Iraniens très bientôt. Donc finalement, on a l'impression que les Iraniens sont rétribués par les Américains pour leur hostilité. C'est un peu cette impression qui se dégage. C'est dommage de guerre, quoi. Voilà. Oui, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Et c'est vrai que moi, je pense que la raison principale et l'erreur qu'ont mis les États-Unis et Israël, c'est qu'ils pensaient que le régime allait tomber dès les premières attaques aériennes, c'était fini. Or, les Iraniens se sont bien préparés à cette guerre pendant des années. Ils ont constitué des stocks très importants de drones et de missiles. Et les missiles, ils les ont perfectionnés. C'est-à-dire qu'ils sont maintenant beaucoup plus précis qu'avant. Et ils les ont mis sous terre pour qu'ils ne puissent pas être touchés. Donc, c'était une erreur. Et je crois que c'est, à mon avis, deux causes. Il y a d'abord le stock de drones et de missiles, et il y a le détroit d'Ormuz
parce que aussi bien les Américains que les Israéliens n'ont pas pensé à la portée de ce détroit dans la fermeture par l'Iran a fait que le pétrole a atteint presque $100 le baril et a quand même perturbé l'économie mondiale. Pardon. Mais on est en droit quand même de se poser la question sur l'intention véritable des Israéliens. Si on peut comprendre que Donald Trump, ou en tout cas le bureau ovale, est tombé un peu dans le panneau de croire que le régime aurait pu s'écrouler comme un peu sur le modèle de ce qui s'est passé au Venezuela, peut-être pas s'écrouler, mais en tout cas il aurait pu évoluer sous la houlette des États-Unis. Ça ne s'est pas produit, mais les Israéliens qui ont noyauté quand même l'Iran depuis des décennies, et je pense qu'eux savaient que le régime n'allait pas s'écrouler. Et donc, je pense qu'ils s'en foutaient des conséquences d'Ormuz. Ce qu'ils voulaient, c'était une occasion pour annexer le Sud-Liban, qu'ils ont déjà annexé. Et donc, je pense que les Israéliens et les Iraniens en sortent gagnants, les Américains en sortent perdants. Alors, on va parler du nucléaire, on va parler d'Ormuz, et puis j'aimerais bien que vous me disiez où en est le régime iranien, où en est la politique en Iran. On se retrouve après la pause. Je voulais revenir sur la présence ou pas de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Les Américains, Donald Trump dit l'AIEA revient en fait en Iran. Les Iraniens disent il n'est pas question que l'AIEA revienne. Bon, mais cela dit, l'AIEA, elle est présente depuis assez longtemps en Iran, mais il y a une espèce de jeu du chat et de la souris qui s'est instauré. L'Agence internationale de l'énergie atomique sait bien que les Iraniens ont enrichi leur uranium, mais ça n'a pas empêché les Iraniens de le faire. Alors, est-ce que c'est utile, cette AIEA en Iran ? Non, mais quand les Iraniens enrichissaient l'uranium, il n'y avait pas justement la surveillance de l'AIEA. Ouais. Donc le problème aujourd'hui, c'est que Trump s'était retiré de l'accord en 2017. 2018. Pardon. 2018, merci M. Kaddoudi. Donc au moment de son retrait, on pense tous qu'il va croître la pression sur l'Iran pour pouvoir faire évoluer ce régime. C'est arrivé jusqu'au paroxysme de la crise que l'on connaît, mais finalement, il cède. Donc, mais jusqu'en 2017, les inspecteurs de l'AIEA visitaient l'Iran, inspectaient les installations de nucléaire et faisaient des rapports. Et dans ces rapports, ils démontraient que justement les dirigeants iraniens étaient, enfin en tout cas le gouvernement iranien était conforme à ses engagements dans le traité de 2015. Donc c'est le retrait unilatéral, sauf que ce retrait unilatéral, on pensait qu'il allait être suivi d'une politique cohérente. Aujourd'hui, on voit qu'il n'y avait pas de politique cohérente, puisque les Iraniens sont rétribués carrément pour 8 ans d'opposition à Donald Trump. Donc finalement, c'est une politique qui n'était pas bien ficelée. Alors, vous y croyez, vous, à cette... Alors, je voudrais juste... allez-y. Je suis tout à fait d'accord avec mon ami Hafed. Effectivement, après la conclusion du contrat de Vienne de 2015, les Iraniens ont respecté l'accord. C'est ça. Et il y a eu des rapports officiels de l'AIEA pour dire qu'effectivement, ils respectent l'accord. Et ce n'est que après que Trump ait déchiré, comme on dit, le contrat en 2018, que effectivement ils se sont sentis libres. Il dit puisque les États-Unis, principal signataire, est sorti, eh ben nous on va. Et de toute façon, pour la question du nucléaire, ça c'est un point de vue personnel, rien ne pourra se faire sans le retour de l'AIEA en Iran. Pourquoi ? Parce que les Iraniens peuvent dire on va détruire par exemple le stock enrichi, on va, etc., mais il faut que quelqu'un vérifie. Constate. Et donc le rôle de l'AIEA, d'ailleurs il paraît que le directeur était présent dans une salle à côté, mais le rôle de l'AIEA pour le nucléaire iranien est indispensable. Alors, un autre point important, c'est Hormuz.
Hormuz. Alors, l'évacuation a débuté de certains navires, évidemment, mais on parle, et ce sont les Iraniens qui remettent le couvert là-dessus, de péage, de contrôle de ce détroit d'Ormuz. C'est apparemment un point majeur de ces négociations. Ben oui, puisque les Iraniens disent qu'ils coordonnent avec les Omanais pour installer un péage. Donc ils ne seraient pas seuls, ils le font en coordination avec les Omanais, mais ça révèle aussi toute la confusion autour de ces négociations. Il n'y a pas que la confusion autour du détroit d'Ormuz, parce que normalement, en principe, il aurait dû être levé totalement. En tout cas, c'est ce que laissaient aussi entendre les Iraniens eux-mêmes avant le protocole d'accord de se retourner. Oui, donc, mais alors, justement, je me tourne, je reviens avec vous après, mais je me tourne vers Jawad, qui est le dépositeur du droit international dans cette émission. Il y a des règles quand même en droit international sur ce détroit. Normalement, il y a une libre circulation. Absolument, Franck. Et c'est très, très important parce que si jamais il y a un précédent, bien sûr, tous les autres détroits voudraient faire la même chose. Et là, j'ajoute, avant de donner la parole, c'est Hafed, que Rubio, qui est actuellement dans une tournée dans les pays arabes du Golfe, a affirmé encore hier, il n'est pas question qu'il y ait des droits de péage sur le détroit d'Ormuz, et aussi pour rassurer les pays arabes du Golfe qui, il faut le dire, ont été très contrariés par tout ce qui s'est passé parce qu'ils pensaient que la protection américaine était à 100%. Or, ils se sont aperçus que la protection américaine n'est pas ça. Et peut-être qu'on va voir une évolution dans le futur, bien sûr, toujours avec la protection des États-Unis, mais peut-être qu'ils vont s'ouvrir un peu plus sur la Chine, un peu plus sur la Russie, peut-être, parce que le problème des pays arabes du Golfe, c'est qu'ils sont riches et qu'ils ont besoin de protection. On va revenir tout à l'heure aux pays du Golfe, justement. Mais les pays du Golfe, à qui on demande aussi de financer en partie les 300 milliards de dollars pour reconstruire l'Iran. Vous imaginez? Non, mais ils ne sont pas du tout contents. C'est la question que je vais vous poser. On peut se la poser tout de suite, d'ailleurs. Quid des pays du Golfe? Comment ils réagissent à cette donation-là, des États-Unis à laquelle ils vont participer normalement, sur le papier? À laquelle on leur enjoint de participer. Mais ces pays-là, aujourd'hui... Parce qu'ils ont été touchés, ces pays. Oui, ils ont été touchés d'abord matériellement, ils ont été touchés un peu dans leur fort intérieur. Mais ils n'ont pas de garantie. Parce qu'il faut rappeler que le gouvernement de Téhéran continue ses menaces vis-à-vis d'un État des pays du Golfe, qui est le Bahreïn. Qu'il y a des déclarations de la part de dignitaires, jusqu'à récemment, qui disent que la population du Bahreïn est sous occupation, et ainsi de suite. Et qu'ils n'attendent que la libération en provenance de l'Iran. Donc ce sont des menaces directes vis-à-vis de pays souverains, ce dont se plaint l'Iran quand elle dénonce l'attitude des États-Unis. Elle n'a aucun scrupule à le répliquer encore et encore avec des pays voisins. Donc il y a un double standard, y compris chez les Iraniens, un double standard qui est scandaleux, qui révèle le vrai visage de ce régime. Et donc aujourd'hui, les pays du Golfe vont être davantage fragilisés, ce qui va, à mon sens, pas les pousser vers la Chine et la Russie, mais plus vers les États-Unis. C'est-à-dire que paradoxalement, ils vont davantage s'armer auprès des Américains, davantage investir aux États-Unis pour plus s'assurer le soutien des États-Unis. Alors, pour ce fonds de 300 milliards, j'ai une théorie. Je dis bien que c'est une théorie personnelle. Peut-être que les États-Unis, en tout cas les pays arabes du Golfe, en investissant dans les pays, en Iran, peuvent amener économiquement, petit à petit, le régime à changer un petit peu de position. Si vous voulez, au lieu d'avoir uniquement la force militaire, ils vont utiliser la force économique. Et c'est vrai que s'il y a des entreprises américaines qui sont installées en Iran, s'il y a l'Arabie Saoudite, s'il y a les Émirats Arabes Unis, il va y avoir un McDo à Téhéran. Voilà. Peut-être ça va changer. Et je crois qu'on n'a pas beaucoup parlé de cette théorie, à mon avis, finalement d'arriver à la paix, non pas simplement par la guerre,
mais aussi par... c'est pour cela qu'il parle aussi de reconstruction et de développement économique. Oui, non, Il mais parle ça, de développement économique. ça, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais c'est peut-être même un peu naïf comme position, parce que si, c'est justement ce que je voulais évoquer maintenant avec vous, si le régime iranien veut jouer le jeu, c'est très bien, mais si la politique des mollahs, c'est toujours... C'est ça le problème. voilà, c'est toujours Ah ça. oui, quoi. ils ont un Attention, agenda régional. juste une petite remarque. Les mollahs n'en sont plus au centre du pouvoir Alors, justement, actuellement. justement, Il y a les gardiens de la Révolution qui sont, à mon avis, beaucoup plus pragmatiques parce qu'ils n'ont pas le côté religieux. Vous savez, les mollahs, il y avait toujours le côté religieux, l'islam, etc. Ceux-là, c'est des pragmatiques et peut-être pour se maintenir au pouvoir, ils vont accepter qu'il y ait des investissements dans leur pays et peut-être ils vont infléchir un petit peu leur politique agressive vis-à-vis de leurs voisins. alors justement, où en est le régime iranien? Est-ce que les gardiens de la Révolution ont toujours le même rôle qu'avant? Et surtout, la question, qui commande l'Iran actuellement? Celui dont le président des États-Unis a dit qu'il regrettait de l'avoir blessé. Et qu'il regrettait de lui avoir tué sa famille, c'est-à-dire Mujtaba Khamenei. Donald Trump a déclaré ça, il y a à peine 4 jours. Il déclarait qu'il a regretté. Donc, quand même, c'est... Khamenei, il a regretté le décès de Khamenei. Oui, il regrette d'avoir blessé physiquement, atteint physiquement le fils. le fils. Donc, c'est quand même une très grande victoire interne pour Mujtaba Khamenei, qui assoit son pouvoir. Ça n'était pas du tout gagné pour lui. Il était candidat, en tout cas aspirant à remplacer son père depuis au moins 2020. Puisque son père était déjà malade, était atteint d'un cancer apparemment, qu'il ne l'aura pas tué puisqu'il est mort dans cette frappe américaine. Mais en tout cas, il était aspirant. Il avait une opposition considérable, aujourd'hui totalement disparue. C'est-à-dire que pour beaucoup de hauts dignitaires iraniens, et ça doit relever un peu de la fiction de voir Mujtaba Khamenei au poste où il est, et aujourd'hui renforcé comme jamais. Pardon, on ne sait même pas s'il est vivant ou si, pas. si, il est bien vivant. Il est bien vivant, c'est lui qui prend Mais les pourquoi, décisions. alors, s'il est vivant, Il vous a appelé. Non, il a... alors, lisez ça, les déclarations. S'il est Il est vivant, là. pourquoi il ne le montre pas à la télévision? Alors, je vais vous dire pourquoi. Pourquoi? Oui, c'est vrai. Je vais dire pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, avec les technologies de l'information, tout ce que vous montrez sera retenu contre vous. C'est un peu la maxime, vous savez, que l'on entend dans les films. Tout ce que vous dites sera retenu contre vous. Là, c'est tout ce que vous montrez. Donc, la moindre image, même la couleur d'un mur, peut révéler votre location. Vous savez qu'il y a des technologies aujourd'hui qui peuvent détecter par la couleur, détecter par exemple quelle peinture a été utilisée, où est-ce qu'elle est vendue, où est-ce qu'elle ainsi de suite, et faire des croisements par les ombres, la lumière et ainsi de suite. Et beaucoup plus que ce que l'on pourrait imaginer. Bien plus. Donc il a raison de se cacher puisqu'il était la cible de choix pour cette coalition israélo-américaine jusqu'à récemment. Donc il a bien raison et je pense qu'il va rester caché très longtemps encore. C'est son style de pouvoir de toutes les manières. C'est pas un homme public, c'est un homme de coulisses. C'est ce qu'il a été pendant les 20 ans où il est monté en grade doucement mais sûrement autour dans le cabinet de son père. Et puis aujourd'hui, c'est l'homme fort de Téhéran, renforcé comme jamais par cette attaque. Et le clan des réformateurs, au sein même des ayatollahs, neutralisé quasiment, je dirais, pour toujours. Moi, je mets des réserves sur Mortada Khamenei, parce que moi, je suis réaliste, tant qu'on ne le voit pas, parce que vous savez aussi, c'est un régime de secret, c'est un régime vous voyez, et donc, si, à mon avis, s'il était vivant et s'il était capable de gérer le gouvernement, à mon avis, ils auraient pu le faire voir à la télévision. C'est quand même pas... Enfin, je parle là à titre simplement raisonnable. Il a communiqué par écrit. Oui, mais est-ce que c'est lui qui a communiqué? On ne sait pas non plus. Il a raison, Jawed Kardoudy, même vis-à-vis de la population, quoi. Mais il y a un culte de la personnalité autour. Il y a une information qui est fausse qui circule à son propos, selon laquelle il aurait participé à la guerre Iran-Irak. C'est faux. Lorsque la guerre se termine, il avait 18 ans.
lorsque la guerre se termine. Elle n'a pas commencé, lorsqu'elle commence, il a 10 ans. Donc il n'a pas fait la guerre entre 10 ans et 18 ans. On peut bien s'imaginer que ce sont d'autres Iraniens qui avaient plus entre 20 et 30 ans qui se battaient sur le front. Mais il fait circuler cette information, donc il construit autour de lui-même un culte de la personnalité. Messieurs, on se retrouve juste après les infos de Mourad Baba. Le débat ne s'arrête jamais dans les décodeurs, c'est jusqu'à 9h30 avec Jawed Kardoudi et Hafid Bouteleb aujourd'hui. On était en train de parler de l'Iran. Encore quelque chose sur l'Iran ? Sur l'Iran, c'est que je comprends qu'un grand nombre de la population puisse ressentir de la sympathie pour un régime qui s'oppose aux Israéliens après le génocide à Gaza, après toutes les exactions et l'arrogance des dirigeants israéliens, et puis qui s'oppose à l'impérialisme. Mais ce que moi, je pense, c'est que derrière ce discours selon lequel, altermondialiste ou tiers-mondiste ou non aligné, les Iraniens ont un calcul pragmatique très froid. Et dans cette confrontation avec les États-Unis, ils ont utilisé les intérêts du peuple iranien. Ils ont laissé le Hezbollah reculer sur le sud Liban pour que les Israéliens récupèrent du territoire au sud Liban pour qu'en échange, ils puissent bien négocier leurs conditions avec les États-Unis. Donc, ils ont bien négocié, ils ont atteint ces acquis-là dont on parle, 300 milliards de dollars, les relations rétablies avec les États-Unis, le dégel des avoirs, et ainsi de suite, sur le dos du peuple libanais, sur le dos de presque 300 000 Libanais qui ne reviendront plus dans leur territoire parce que le Hezbollah est allé dans une confrontation directe avec les Israéliens, alors que c'est une milice face à une armée très puissamment armée, nous le savons, l'armée israélienne, alors que les Iraniens ont été très prudents à ne pas aller dans une confrontation directe avec les États-Unis et à opter pour la confrontation, ce qu'on appelle la guerre asymétrique. Et donc là-dessus, les Iraniens n'ont eu aucun scrupule à trader, c'est-à-dire à commercer les intérêts des Libanais contre leurs propres intérêts, tout en enrobant tout ça par un discours non aligné et anti-impérial, alors qu'ils agissent en grand impérialiste. Je vous vois sourire. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur cette analyse. J'aime bien quand vous êtes pas d'accord. Que je respecte, bien sûr. Moi, je pense que il faut voir un petit peu le problème dans son ensemble. L'Iran, et là je suis d'accord avec mon ami Hafid, effectivement, tous les régimes totalitaires ont besoin d'ennemis. Ça, il n'y a qu'à voir le voisin, lui aussi, il a besoin d'ennemis. Ça, je suis d'accord. Et effectivement, et puis, n'oublions pas aussi, et là aussi, je te donne raison, au départ, Khomeini avait parlé de l'exportation de la révolution. Donc, sur tous ces points-là, je suis d'accord. Maintenant, est-ce que ça peut aller, là je pense que tu es allé un peu trop loin, est-ce que ça peut aller jusqu'au détriment du sort des Libanais? Moi, je ne le crois pas. Je crois qu'effectivement, avec tout ce que j'ai dit et sur lequel je suis tout à fait d'accord avec toi, il y a quand même ce problème. Tout ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est le problème israélo-palestinien. Bien sûr. Il ne faut pas l'oublier. Parce que pourquoi le Liban est impliqué? Parce que le Liban, depuis le départ, a été impliqué dans l'affaire palestinienne. Il y avait beaucoup de Palestiniens qui habitaient au Liban. Et donc, pour l'Iran, qui défend, et ça, il défend la cause palestinienne avec le Hamas aussi. Et donc, je pense que, au contraire, il a même, évidemment, il en a profité aussi, mais il a dit, puisque le protocole d'accord promet la fin des opérations militaires dans toutes les régions, y compris le Liban. Et c'est là où il a effectivement pris position en disant il n'y aura pas d'accord sans que les opérations militaires cessent au Liban. Les opérations cessent. C'est mon point de vue. Mais ce qu'ils n'ont pas négocié, oui, ils ont pour que les opérations cessent, mais ce qu'ils n'ont pas négocié, c'est le retrait israélien. Il n'y aura pas de retrait israélien. Les Israéliens sont clairs. Ils ont même posté une carte sur leurs médias il y a quelques jours.
10 km de profondeur sur le sol libanais pour protéger les populations du nord d'Israël. Oui, Mais ils ont comme argument 2 ans et demi de pilonnage du Hezbollah du nord d'Israël. C'est-à-dire que n'importe quel dirigeant occidental aujourd'hui qui demandera aux Israéliens de se retirer devra assumer, c'est-à-dire dans la logique même de comment fonctionne l'Occident, c'est difficile de demander bien sûr, je suis d'accord. L'Iran, effectivement, demande effectivement qu'il n'y ait plus d'opérations militaires et même que l'armée israélienne quitte le Liban. Maintenant, quel pouvoir ils ont sur Israël? Le seul qui peut avoir du pouvoir sur Israël, c'est les États-Unis. Oui. C'est les seuls qui peuvent avoir. Alors dans ce cas-là... et la position de Trump, vous l'avez vu, elle est d'un côté pour effectivement l'arrêt, de l'autre côté, elle n'est pas. Donc, mais s'ils n'ont pas de pouvoir sur Israël, il ne fallait pas demander au Hezbollah de venger la mort de Khamenei. Messieurs. Parce que la conséquence, c'est la perte du sud-Liban. Messieurs, Netanyahou ne joue pas aux échecs, il joue au domino. Je vous laisse réfléchir à cette phrase. 9h15, c'est la pause fraîcheur. Continue même pendant la pause fraîcheur. Donc voilà. On passe au deuxième sujet. Very bad trip chez les British. Ça pourrait être le titre. Hein. Le Royaume-Uni traverse une nouvelle zone de turbulence politique avec la démission de Keir Starmer. Après moins de 2 ans, hein, je crois. Moins de 2 ans, ouais. 2 ans, c'est ça. Cette crise intervient dans un contexte un peu plus large d'ailleurs. Les 10 ans du Brexit, on a fêté l'anniversaire hier, dont les effets économiques et politiques continuent de fracturer le pays. Instabilité gouvernementale, montée des partis populistes, perte de confiance dans les partis traditionnels. Ça redessine quand même profondément le paysage britannique. Entre promesses de rupture et réalité économique dégradée, le Royaume-Uni semble piégé dans un cycle d'instabilité chronique. J'ai l'impression, quand j'observe la politique britannique, de voir l'équipe de foot nationale jouer, quoi. C'est-à-dire que ça tourne souvent en rond, quoi, malheureusement. Voilà. On l'a vu hier dans le match contre le Ghana. Voilà. Le very bad trip a commencé il y a 10 ans avec le Brexit. Il s'est accentué, pour remettre les choses en contexte, aux élections du 7 mai dernier, lorsque les élections locales, lorsque l'opinion publique britannique s'est réveillée avec un Nigel Farage et son parti Reform UK ayant obtenu 26% des voix, des suffrages, et donc avec 10% d'écart devançant le parti travailliste. Un choc colossal qui a poussé les travaillistes à réagir. Keir Starmer déjà ne jouissait pas d'une très grande popularité au sein du parti travailliste. Il n'est devenu secrétaire de ce parti que par défaut, parce qu'il y avait la menace de Jeremy Corbyn qui était trop à gauche au sein de ce parti. Et le parti travailliste, on le connaît, il y a aussi une dimension assez libérale. Il faisait peur, Jeremy Corbyn, pour dire clairement. Donc ils l'ont éjecté, ils ont pris le poulain qu'il y avait, et donc c'était Keir Starmer. Mais les résultats ne sont pas éloquents. Il est arrivé aussi au Downing Street, aussi encore une fois par défaut, parce que Rishi Sunak ça ne fonctionnait pas, et il ne convenait pas aux électeurs. Et donc, par conséquent, il n'a pas été un choix. Il a été le choix par défaut, Keir Starmer. Et aujourd'hui, au bout de 2 ans... D'ailleurs, est-ce que c'est pas ça le problème de la politique britannique? C'est souvent des choix par défaut. Parce que depuis 10 ans, le départ de Cameron, qui devait assumer donc l'échec donc des élections sur le Brexit, de référendum sur le Brexit, et qui donc le départ de Cameron en 2016, il y a eu Theresa May, il y a eu Boris Johnson, il y a eu Rishi Sunak, il y a eu aujourd'hui Keir Starmer, et là on va vers le 5e Premier ministre. Donc ça en fait quand même pas mal, et peut-être j'en ai oublié un dans le chemin. Donc c'est une instabilité considérable, puisque c'est pas un pays qui était habitué à ces instabilités-là. Quand on voit l'histoire politique, les premiers ministres britanniques passent au moins 5 ans, et en général, avoir un Premier ministre britannique qui reste 10 ans aux affaires, ce n'est pas quelque chose hors du commun. Et aujourd'hui, c'est ça la situation hors du commun, c'est avoir un Premier ministre tous les 2 ans. C'est assez inhabituel. Non, mais avant, il y avait une stabilité dans le clivage, les travaillistes et les conservateurs. Ouais. C'était ça la stabilité, en fait. Hein. Alors, d'abord, comme vous l'avez dit tous les deux, tout ça arrive à cause du Brexit. Le Brexit de 2016 a été une erreur fondamentale. Sortir de l'Union européenne
c'était effectivement pour avoir plus de souveraineté, pour contrôler mieux l'immigration, etc. Mais sur le plan économique, ça a été une catastrophe parce que le fait d'appartenir quand même à une Union européenne aussi prospère fait que maintenant, ils exportent beaucoup moins sur l'Union européenne à cause justement de la réglementation, etc. etc. Donc, c'était l'erreur. Alors maintenant, effectivement, vous l'avez dit, les raisons, la montée. Alors, je voudrais juste pour nos auditeurs tracer un petit peu le champ politique du Royaume-Uni. Alors, actuellement, malheureusement, le parti d'extrême droite, Reform UK, il représente à peu près 24 à 27%. C'est un peu comme en France où le parti de Marine Le Pen arrive aussi en premier. C'est beaucoup quand même. Hein, c'est beaucoup. Ouais. Alors le Labour, c'est 18 à 20. Donc le Labour, c'est le parti donc, de Keir Starmer. Les conservateurs. Alors je rappelle que avant que Keir Starmer devienne Premier ministre, les conservateurs étaient au pouvoir pendant 14 ans. 14 ans. Donc c'était une victoire du Labour par rapport aux conservateurs. Donc les conservateurs sont tombés à peu près au même niveau, 18 à 20%. Et puis, il y a les libéraux-démocrates, plutôt ceux qui défendent l'écologie, de 13 à 14%. Donc, voilà un petit peu le champ politique britannique. Et ce qu'avait peur le parti de Labour, c'est que pendant les prochaines élections législatives qui vont avoir lieu en 2029, la peur bleue qu'ils ont, c'est que le parti d'extrême droite, Reform UK, devienne effectivement gagne les élections et devient Premier ministre. Alors c'est pour cela qu'ils ont demandé carrément à Keir Starmer de partir. Et puis, il y a, je pense qu'il faut en parler, il y a un favori qui s'appelle André Burnham, qui est beaucoup plus jeune, et il paraît beaucoup plus dynamique. Qui a tout raté chez les travaillistes. En fait, il a essayé 2 fois d'être le patron des travaillistes, ça n'a pas marché. Apparemment, il ne fait pas l'unanimité dans son parti. Non, mais c'est pas grave, puisque il a réussi à vaincre Reform UK dans une élection improvisée récemment, parce que, au vu de la crise, il y a eu une fronde au sein du Parti travailliste. Le représentant, alors Andy Burnham, déjà, il faut rappeler qui il est. Il a 56 ans. Il était le maire de la région métropolitaine de Manchester, qui est la 2e région métropolitaine au Royaume-Uni, ou 3e après Birmingham et Londres. Il a une bonne tête. Hein. Oui, puis, oui, il fait plutôt jeune, il a 56 ans. Dynamique, hein. Et il a donc le représentant, le MP, le Member of Parliament, le député de sa circonscription, a délibérément, volontairement démissionné pour lui permettre, pour convoquer une élection anticipée, lui permettre d'affronter dans une région où Reform UK était plutôt en montée, lui permettre d'affronter le candidat de Reform UK, et il a vaincu ce candidat à 55% des voix, et donc aujourd'hui il est MP, membre du Parlement. Le Parti travailliste va se réunir le 9 juillet pour désigner le successeur de Keir Starmer, et il y a de fortes chances que ce soit Andy Burnham, et une fois désigné successeur, il pourra être député, il pourra être Premier ministre, puisque il siège au Parlement de Westminster. C'est une condition très importante pour être Premier ministre. Attendez, parce qu'il a gagné une élection donc du côté de Manchester, c'est ça, oui. Contre Reform UK. Et il a démissionné de son poste de maire de la région métropolitaine de Manchester. Ok, mais il est travailliste. Expliquons pour les auditeurs, il est travailliste. Il va arriver comme Premier ministre du Royaume-Uni. Mais est-ce que finalement, on n'est pas au Royaume-Uni un peu dans ce modèle qu'on connaît en Europe finalement, qui est l'échec de la droite classique à chaque fois dans plein de gouvernements, c'est-à-dire cette droite qui a été au pouvoir pendant longtemps, qui a raté le coche de l'immigration, de plein de sujets comme ça, et qui s'est fait complètement déborder sur sa droite par les partis populistes d'extrême droite. Est-ce qu'on n'est pas finalement arrivé là-dedans aussi en Angleterre ?
Alors Franck, tu as parfaitement raison. On assiste malheureusement ces dernières années, peut-être pour des raisons économiques, il faut ici voir les raisons, peut-être pour des raisons économiques, peut-être à cause de l'immigration aussi, il faut le dire, que les partis d'extrême droite prennent le pouvoir dans plusieurs pays. On va parler tout à l'heure de l'Amérique latine. Et là Si on a le aussi, temps, À mon avis, on n'aura pas le temps aujourd'hui. Hein. dans l'Amérique latine, il n'y a plus l'Argentine, etc. Oui, c'est Ah oui, ça. l'Argentine, le Chili, la Alors- Colombie. Voilà, et la Colombie, on va en parler tout à l'heure. Donc, effectivement, il y a cette montée des partis d'extrême droite, à mon avis, pour des raisons économiques et pour la question de l'immigration. Et donc, il n'est pas sûr non plus que Burnham puisse être élu Premier ministre en 2029. D'ailleurs, Réforme, quel parti, il demande des élections anticipées. Il veut être tout de suite, mais comme le Parti travailliste a toujours la majorité au niveau du Parlement, il peut rester jusqu'en 2029. Rien ne l'oblige Oui. à faire des élections élections avant 2029. anticipées. Ouais, Oui. exactement. Donc maintenant, on va attendre d'ici 2029. Mais par respect en pour- général aux électeurs, les partis, quand il y a une dégringolade au niveau des sondages, au niveau de la popularité, les partis convoquent des élections anticipées. Ils ne peuvent pas laisser traîner Oui, parce mais que ça se transforme en crise et puis ça pourrit. légalement, ils ne sont pas Légalement, oui, obligés. évidemment. Il Et n'y ils a n'ont aucune pas obligation. intérêt maintenant. Leur Aujourd'hui, ils n'ont intérêt, pas intérêt tout de suite. c'est Mais je de pense qu'il y a- laisser André Burnham prendre le pouvoir, Voilà. essayer de relever C'est ce le qui va se parti passer. Travailliste en attendant 2029. Alors, c'est Oui. c'est peut-être pas 2029, on parle de fin 2027 ou début 2028, Peut-être. mais En tout pour cas, des gagner élections du temps. En tout cas, gagner gagner du un peu de temps Gagner du et redorer un peu le blason du Parti travailliste. Messieurs, j'ai une question à vous poser sur le Brexit, puisque ce Brexit, moi j'ai un peu suivi la presse anglaise hier. C'est un débat qui ne sera jamais terminé, c'est un débat politique majeur. Est-ce que, à votre avis, on peut revenir sur ce Brexit, ou est-ce qu'on peut aménager ce Brexit? Est-ce qu'il peut y avoir un plan de sortie, on va dire, pour l'Angleterre, pourquoi pas dans les années qui vont venir? C'est Eh une bien, question assez naïve. Hein. Si le problème du Brexit, c'est que le Royaume-Uni s'est détaché de l'Europe, mais il ne s'est rattaché à rien du tout. On pensait que le Royaume-Uni aurait pu se rattacher, Les États-Unis, par exemple. voilà, les États-Unis, Bien Canada. D'ailleurs, il mais l'espérait. c'est ça. Il n'y a pas eu d'une sorte de recomposition anglo-saxonne outre-Atlantique. Au contraire, Donald Trump a été plus isolationniste comme jamais et il n'a pas compris l'urgence, en tout cas, le point de vue britannique. Et donc les Britanniques sont aujourd'hui un peu pris au dépourvu et ils vont peut-être revenir vers l'Europe, surtout quand ils voient l'attitude assez hostile de Donald Trump qui menace d'annexer C'est un comme, territoire dont le quand- chef d'État est le roi de c'est comme quand tu d'Angleterre. as une C'est le Canada. fiancée et tu la demandes jamais en mariage. Quoi. C'est ça un Oui, peu, tu vois, c'est c'est un peu entre Oui, les c'est un peu États-Unis. Oui, Jawad. Oui, alors effectivement, je suis tout à fait d'accord. Il pensait, bon, d'abord pour l'immigration, ce qu'il faut constater, c'est qu'elle a baissé au niveau européen, mais finalement, il y a encore plus d'immigration venant d'Asie, d'Afrique, du moins. Donc même sur ce point-là, ils n'ont pas réussi. Sur le plan économique, j'en ai déjà parlé, on parle même d'un chiffre que le PIB du Royaume-Uni a baissé de 8% du fait qu'ils ont quitté l'Union européenne. C'est important, 8% du PIB. Et donc, je termine. Et donc, pour terminer, je ne pense pas qu'ils ils ne peuvent plus maintenant redemander à rentrer à l'Union européenne. Ce qu'ils peuvent faire, c'est essayer, et il y a un accord commercial qui est en cours de discussion, pour faciliter les échanges commerciaux entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, pour augmenter les exportations. Et bon courage pour le Maroc, dit Mme Redek Et pour ben ce voilà, soir. ce soir, Voilà pour- Maroc, Haïti, Encore évidemment. une petite chose. Mais rapidement, hein. L'Union,
le Royaume-Uni a quand même signé un accord avec le Maroc. Il ne faut pas l'oublier. Les Lettriers sont très friendly avec nous. Maroc-Haïti ce soir. Et puis donc demain, émission spéciale Coupe du Monde. On ne parlera que de football demain, puisque c'est le lendemain du match des Lions de l'Atlas. Et ce sera avec Hicham Ahmadi, Ismaël Bargache et Yanis Benabdillah pour ne parler que de foot demain. Merci messieurs. Bonne émission.